Allez, donc bon, pour ceux qui nous connaissent déjà, et bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est cabinet Human Avocat. C'est un cabinet du coup qu'on a créé à la fin du mois d'octobre, de l'année dernière, mois d'octobre 2021. C'est un cabinet qui a vocation à accompagner les entreprises en droit du travail, mais de façon globale, c'est-à-dire qu'on accompagne en droit du travail, mais en ressources humaines également en gestion de la paye. Donc aujourd'hui, on est ravis de vous présenter ce webinaire sur présider le comité social et économique. On a eu la mise en place du comité social et économique déjà depuis bientôt 4 ans. Et du coup, pour ces CSE qui ont été mis en place, les premiers CSE qui ont pu être mis en place en 2018, ils vont arriver à échéance, les mandats vont arriver à échéance en 2022 et du coup, on va avoir les premiers renouvellements de CSE en cette année. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est effectivement de pouvoir faire un point sur le rôle du président du CSE, faire un petit tour d'horizon de ce qui a pu se passer pendant ces 4 ans et quelles préconisations pratiques on peut mettre en place pour gérer le CSE lorsqu'on est président. Donc, les points qu'on va aborder aujourd'hui, ils sont principalement de 3 ordres. C'est comment on va assurer la transition entre l'ancien CSE, le nouveau CSE, les pratiques qui vont être mises en place, comment on va tenir la première réunion du CSE lors du renouvellement, et enfin un rôle plus général du président du CSE avec de A à Z comment le président du CSE peut tenir ses réunions, puis des petits points pratiques sur nos préconisations sur certaines pratiques qui peuvent être mises en place dans les CSE. Donc on va tout de suite commencer, Claude, avec la transition du CSE lors du renouvellement d'un CSE à l'autre. Alors oui, une passation qui s'opère entre les deux CSE, l'ancien et le nouveau. Concrètement, cette passation de pouvoir, qu'on pourrait dire, se passe de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a un compte-rendu sur la gestion du CSE qui doit être établi par l'ancien CSE, c'est-à-dire qu'il doit établir un arrêté des comptes, concrètement, par rapport à la gestion financière, de manière à ce que le nouveau CSE soit bien informé des mouvements qui a pu y avoir lieu au dernier état et de ce qu'il y a dans les comptes. Et puis, bien sûr, l'ancien CSE doit remettre tous les documents nécessaires à l'administration et à l'activité du CSE. Ce qui nous amène de manière pratico-pratique à la manière dont on tient la première réunion. Comment on tient cette première réunion, Solène? Alors effectivement, après tout le périple, on va dire, électif, tout ce qui a pu se passer lors de l'élection, on va mettre en place la première réunion du CSE. Donc cette première réunion du CSE, elle n'est absolument pas encadrée par le Code du travail, mais par contre, il y a un certain nombre de bonnes pratiques, un certain nombre de points qu'on va nécessairement aborder lors de cette première réunion. Dans cette première réunion du CSE, on va devoir tout d'abord dresser la liste. Il va falloir réfléchir à quelles personnes on va convoquer lors de cette première réunion. Donc, on va naturellement convoquer tous les membres titulaires de la délégation du CSE, les représentants du syndicat, si vous avez déjà reçu leur désignation de la part du syndicat. Parfois, ce n'est pas encore le cas lors de la première réunion, mais si on a déjà reçu les premières désignations, on va pouvoir inviter ces représentants syndicaux au CSE. A priori, la première réunion du CSE, sauf exception s'il y a des points brûlants dans l'entreprise, ne va pas forcément traiter de sujets santé, sécurité et conditions de travail. Donc, dans cette perspective, on ne va pas inviter l'inspecteur du travail, la CARSAT, le médecin du travail, etc. etc. Ensuite, va se poser la question de savoir si on invite les membres titulaires et suppléants. Comme vous le savez, pour cette première réunion, pour les réunions de manière générale, il est conseillé de ne pas inviter les suppléants. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par des positions administratives et par les textes lorsque le CSE a pu être mis en place. Mais par contre, pour cette première réunion, il est conseillé d'inviter l'ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants, puisqu'ils vont pouvoir, ces suppléants, par exemple, pouvoir occuper des fonctions spécifiques dans le CSE, être membre de certaines commissions ou autres. Donc, dans cette perspective, il est parfois préférable de les convoquer, de les inviter à venir pour cette première réunion. Ensuite, dans ce cadre, on va également élaborer l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, par principe, normalement, en théorie, l'ordre du jour, il est établi entre l'employeur et le secrétaire du CSE.
Dans ce cadre, lorsqu'on est à la première réunion du CSE, on n'a pas encore de secrétaire qui a pu être désigné. Et donc, c'est à l'employeur qui va incomber la fixation unilatérale de l'ordre du jour. On va également, lors de cette première réunion, désigner le bureau. Le bureau, c'est-à-dire le secrétaire et le trésorier. Non, pour ces fonctions précises, seul un titulaire, un élu titulaire, pourra être désigné secrétaire ou trésorier du CSE. Pour cette désignation, elle va intervenir à la majorité des voix exprimées. Il ne va pas y avoir de quorum requis. Et donc, comme indiqué, seuls vraiment les titulaires vont pouvoir être désignés, mais aussi voter pour désigner ce secrétaire et ce trésorier. C'est important de le rappeler, même si on invite les suppléants à cette première réunion du CSE, il ne faudra pas les faire voter. Enfin, voilà, seuls les titulaires pourront participer aux différents votes qui pourront intervenir. Pour le vote, pour désigner le secrétaire ou le trésorier, l'employeur pourra participer au vote. Attention, ça peut parfois être assimilé, nous on le déconseille dans un point de vue de neutralité, puisqu'effectivement ça pourra, si c'est des élus qui appartiennent à certaines organisations syndicales ou à d'autres, ça pourrait être interprété comme un manque de neutralité de la part de l'employeur de donner sa voix pour telle ou telle organisation. Également, on va pouvoir désigner d'autres membres du bureau, puisqu'il n'y a pas seulement le trésorier et le secrétaire. On va par exemple pouvoir désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Et d'ailleurs, on vous le recommande de prévoir dès la base cette désignation d'un secrétaire et d'un trésorier adjoint en cas de carence du secrétaire ou du trésorier. Ça permet d'éviter un certain nombre de difficultés par la suite. Et également, lors de cette première réunion du CSE, on va pouvoir mettre en place les commissions du CSE. Oui, alors il y a un certain nombre de commissions qui sont obligatoires en fonction de l'effectif de votre entreprise. On ne va pas partir dans le détail des textes, simplement on rappellera qu'il y a notamment la commission économique à mettre en place, également la commission logement. Ça, c'est des commissions qu'on va trouver dans des entreprises d'une certaine taille. Étant précisé que, en l'absence de dispositions conventionnelles ou de règlements intérieurs applicables au CSE, eh bien, la désignation des membres des commissions s'effectuera à la majorité des membres présents. Et puis, on va pouvoir également désigner éventuellement des représentants de proximité, mais pour cela, il faudra se référer à l'accord majoritaire. Le législateur procédant de ce point de vue par renvoi aux dispositions conventionnelles. On va également pouvoir enrichir l'ordre du jour de cette première réunion de thèmes supplémentaires, si toutefois le calendrier n'est pas trop surchargé. Ces thèmes supplémentaires, je vous en donne quelques exemples. Ça va être tout d'abord de rappeler les modalités pratiques de fonctionnement du CSE aux élus, surtout si vous avez des nouveaux membres qui sont élus, eh bien, il n'est pas inutile de leur rappeler notamment la durée de leur mandat. Solène en parlait tout à l'heure, la question des suppléants. Souvent, c'est un point qui est un peu méconnu de la part des membres du CSE, à savoir que, donc on va leur expliquer selon quelles modalités les suppléants vont intervenir et en cas d'absence d'un titulaire. On va leur expliquer également les délais de consultation qui sont applicables dans les différents cas selon lesquels on pourrait les consulter. On va également leur rappeler les modalités de déplacement et la liberté de circulation dont ils jouissent selon les prérogatives légales, mais tout ça est quand même encadré de la même manière que l'affichage, les modalités sur lesquelles ils vont communiquer auprès des salariés est également encadré. Voilà, c'est un certain nombre d'exemples que l'on peut citer qui vont pouvoir être abordés à l'occasion de cette première réunion. Et puis, ce sera l'occasion également de leur rappeler
les attributions qui sont les leurs, à savoir, donc, pour mémoire, vous avez 3 grands blocs de consultation, on appelle ça des blocs, hein, des blocs de consultation qui sont récurrentes. Ce sont d'une part les orientations stratégiques. Là, le CSE est informé, consulté sur les orientations stratégiques. Deuxième bloc sur la situation économique et financière de l'entreprise. Et troisième bloc sur la politique sociale, les conditions de travail et de l'emploi. On va également pouvoir leur présenter leur droit à la formation, que ce soit d'un point de vue formation à leurs prérogatives du CSE, mais également en santé-sécurité avec la formation renforcée pour la commission santé-sécurité conditions de travail. Également, on va pouvoir leur remettre à cette occasion la documentation économique, juridique et financière de l'entreprise. Cette obligation qu'on doit remettre, cette documentation, elle doit intervenir dans un délai d'1 mois après l'élection du CSE. Et donc, cette remise peut être effectuée lors de la première réunion du CSE. Ça leur permet déjà de commencer un dialogue sur cette documentation. Cette documentation, elle va comporter tout ce qui est la forme juridique de l'entreprise et de son organisation, les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être, la position de l'entreprise au sein d'un groupe, si c'est le cas échéant, et la répartition du capital entre les actionnaires. Donc ça, c'est une information qui peut être effectuée lors de cette première réunion du CSE. On va, et ça c'est aussi un point important, pouvoir commencer à évoquer le règlement intérieur du CSE. Généralement, on commence à en parler à la première réunion. On n'arrive pas forcément à obtenir l'adoption finale du règlement intérieur lors de cette première réunion. Mais effectivement, il va falloir rapidement pouvoir adopter le règlement intérieur du CSE qui est obligatoire. Nous, on vous conseille, d'un point de vue pratique, d'amener une première trame ou un premier projet au CSE, d'être proactif en tout cas dans cette construction du règlement intérieur. Ça évite de nombreuses difficultés et de nombreux débats après par la suite sur le contenu réel du règlement intérieur et parfois l'envie de certains élus d'apporter un certain nombre d'éléments supralégaux au règlement intérieur. Donc également, on va avoir les habilitations bancaires. Les habilitations bancaires, oui, pour donc habiliter le trésorier ou le secrétaire à ouvrir et utiliser les comptes du CSE et ceux de l'ancien CSE. Et puis également, ce sera l'occasion dans cette première réunion d'ores et déjà d'établir le calendrier prévisionnel des futures réunions. Et on vous conseille, nous, d'établir plutôt non pas de prévoir une réunion sur l'autre, mais d'établir vraiment sur 4-5 mois le calendrier prévisionnel de manière à ce que tout le monde puisse prendre ses dispositions et que vous ne soyez pas non plus bloqué dans le cadre d'une fixation de date avec le secrétaire, par exemple. Les dates sont fixées, c'est établi et on avance. Vous allez également devoir, dans cette première réunion, eh bien, désigner le référent harcèlement, qui est obligatoire dans les entreprises de plus de 50. Donc, ce référent doit être désigné parmi les membres du CSE. Donc, le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et donc, tous les CSE sont concernés. Quel que soit l'effectif de l'entreprise d'ailleurs. J'ai dit 50, mais c'est quel que soit l'effectif. Oui, enfin, oui, dès qu'on a un CSE. Dès qu'on a un CSE. Non, oui, plus de 50, oui. OK. Et donc, cette désignation intervient sous la forme d'une résolution qui est adoptée à la majorité des membres présents. Et n'oubliez pas que l'employeur ne prend pas part au vote. Ce qui nous amène à vous préciser de manière plus complète, quel est le rôle du président du CSE? Oui. Alors, ce président du CSE, il va avoir effectivement un certain nombre de rôles tout au long de l'accompagnement du CSE, de l'ordre du jour, enfin de l'organisation de la réunion jusqu'à la clôture de la réunion. Juste un petit point auparavant, qui peut être président du CSE? C'est l'employeur ou son délégataire, et donc cela implique effectivement une délégation de pouvoir expresse de l'employeur pour assurer ces fonctions de président du CSE. Donc le premier point important, la première étape, lorsqu'on va organiser une réunion, effectivement, c'est d'identifier les points qui vont pouvoir être fixés à l'ordre du jour.
Donc, en tant qu'employeur, effectivement, il va être organisé conjointement avec le secrétaire du CSE, mais il faut déjà imaginer toutes les questions qui vont devoir être mises à l'ordre du jour, que ce soit en termes de calendrier, d'actualité, d'informations, de consultations qui doivent être tenues. Et donc, ensuite, on va en discuter avec le CSE. Il va falloir également, si par exemple on est dans une information de consultation déjà collectée en amont, préparer en fait sa réunion, collecter en amont toutes les informations qui vont devoir être nécessaires à évoquer les différents points, puisqu'on va pouvoir, par exemple, envoyer déjà des informations lorsque l'on va envoyer l'ordre du jour de la réunion aux membres du CSE. Effectivement, on va également pouvoir ajouter un certain nombre d'éléments à la BDES et en tout cas la mettre à jour en fonction des points abordés. Également, petite question, si jamais le secrétaire refuse de signer l'ordre du jour. Ce sont des cas, j'allais dire rares, ça dépend des relations avec le CSE et du point qui pose question pour son inscription à l'ordre du jour. Il y a deux cas de figure dans ce cadre-là. Soit il s'agit d'une consultation qui est rendue obligatoire par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail. Eh bien, dans ce cadre-là, étant donné que l'employeur est responsable du respect de la procédure d'information et consultation, il va pouvoir de manière unilatérale, c'est-à-dire en se passant finalement de l'accord du secrétaire, il va pouvoir de manière unilatérale inscrire de plein droit, en sa qualité de président, le point à l'ordre du jour. Également, ce point peut être inscrit par le secrétaire à partir du moment où, de la même manière, la consultation est rendue obligatoire par une disposition législative, réglementaire ou encore un accord collectif de travail, comme je le disais. Donc, deuxième cas de figure, si nous sommes dans un cas de consultation non obligatoire, eh bien, en cas de désaccord, la procédure se corse puisqu'il va falloir saisir le juge des référés, qui, vous le savez certainement, ce juge des référés est le juge de l'urgence et de l'évidence, comme on dit, et c'est lui qui va trancher la question par rapport à la fixation à l'ordre du jour du point qui pose question. On peut également vous indiquer en complément qu'il est prudent de ne pas mettre à l'ordre du jour un intitulé « Questions diverses ». Pourquoi, Solène ? Parce que ça va avoir, en fait, le fait de mettre comme intitulé à l'ordre du jour questions diverses, ça va pouvoir conduire à faire une question fourre-tout et donc à aborder des thèmes qu'on ne souhaitait pas aborder initialement et on va avoir des difficultés à reporter ce point à une autre réunion. Donc, effectivement, nous, ce qu'on peut recommander d'un point de vue pratique, c'est de convenir d'une réunion avec le secrétaire afin d'arrêter l'ensemble des points à l'ordre du jour, si possible d'avoir immédiatement sa signature ou d'adresser au secrétaire une proposition écrite d'ordre du jour en lui demandant de bien vouloir confirmer par écrit sa position sur les points et de signer sa proposition. Dans tous les cas, il faut obtenir une trace des échanges entre l'employeur et le secrétaire qui ont permis de parvenir à un accord sur l'ordre du jour. Et si on a vraiment un refus du secrétaire de signer l'ordre du jour, il faut vraiment obtenir une preuve écrite du désaccord formulé par ce secrétaire pour pouvoir après, a posteriori, avoir les éléments nécessaires. Par la suite, une fois qu'on a établi l'ordre du jour, il va falloir convoquer le CSE. Oui, et c'est au président que revient cette prérogative. Et j'insiste là-dessus parce que souvent, on rencontre des entreprises qui font parvenir, qui délèguent cette tâche, cette mission au secrétaire. Ce n'est pas le secrétaire, ce n'est pas dans les attributions du secrétaire que de convoquer et d'envoyer l'ordre du jour aux membres du CSE. Donc, préciser qu'on parle des membres du CSE, mais vous pouvez avoir également des intervenants extérieurs qui sont convoqués. L'inspecteur du travail, le médecin du travail, des agents de la CRAM, par exemple. Donc, le président a pour charge de convoquer le CSE, d'adresser la convocation et l'ordre du jour. Alors, on peut trouver en pratique un seul document qui fait état de convocation et d'ordre du jour. On recommande vraiment d'établir deux documents distincts
à savoir donc une convocation et un ordre du jour à proprement parler. Il n'y a pas de... Le Code du travail ne définit pas selon quelle modalité on doit transmettre la convocation à l'ordre du jour. Donc ça veut dire que vous pouvez l'envoyer par email, vous pouvez l'envoyer par recommandé, vous pouvez le faire signer contre une remise en main propre contre des charges. Du coup, Claude, comment réagir comment on réagit quand on a une demande de report de la réunion? Eh bien, quand on a une demande de report de la réunion, il faut vérifier tout d'abord les impératifs que vous avez et qui s'imposent éventuellement à vous en tant qu'employeur et qui pourraient faire obstacle au report de la date de la réunion. Ces impératifs, c'est quoi? C'est des délais de consultation qui sont impératifs quand vous avez des consultations sur, je sais pas, vous lancez un PSE, vous avez encadré vos délais. Eh bien, premier point, c'est de vérifier ces impératifs. Après, il faut apprécier la légitimité de la demande afin d'éviter qu'il vous soit reproché d'avoir commis un abus, voire un délit d'entrave. En cas de demande de report écrite, il faut également répondre par écrit au CSE, aux membres du CSE, en tâchant le plus possible de justifier, d'expliquer, même plus que justifier, d'expliquer votre réponse. Et puis, même si ce n'est pas forcément nécessaire du point de vue juridique, on vous conseille, en cas de report, d'envoyer non seulement une nouvelle convocation à l'ordre du jour en mentionnant que le report est intervenu à la demande du CSE et de joindre une nouvelle fois l'ordre du jour à cet envoi en respectant bien entendu les délais qui sont prévus, les délais 3 jours en général, 3 jours ouvrés pour entre le moment où vous envoyez votre convoque et le moment où le CE se réunit. Et puis, deux derniers points, vous pouvez demander à ce qu'il soit mentionné dans le procès-verbal de la réunion que celle-ci intervient après une demande de report de la part du CSE. Tout cela, ça paraît extrêmement procédurier, mais dans la pratique, on s'aperçoit que 2 précautions valent mieux qu'une, et qu'à un moment donné, quand c'est consigné, eh bien, on a la trace de ce qui a pu se passer. Et puis, si la demande intervient en cours de séance, eh bien, en ce moment-là, on conseille de privilégier plutôt une suspension de séance. On peut voire même reporter la séance au lendemain ou au surlendemain afin de s'exonérer d'une nouvelle convocation. Et du coup, il va falloir également pouvoir leur transmettre, comme on a dit auparavant, toutes les informations précises et écrites, notamment dans le cadre des informations de consultation ou d'une information même qui peut s'effectuer déjà par... il faut se ménager la preuve de la transmission des éléments. Ça pourra se faire également par le biais de la BDES, mais également il va falloir parfois transmettre des éléments complémentaires qu'on pourra joindre à l'ordre du jour. Du coup, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a pu convoquer, qu'on a pu établir l'ordre du jour, etc., va se passer la réunion. Et donc, ça fait partie du rôle prépondérant du président du CSE de dérouler toute la procédure de la réunion. Dans un premier temps, première étape, il faut être sûr que notre secrétaire est bien présent. Ça paraît anodin, mais effectivement, c'est important. Puisque si on n'a pas de secrétaire, il va falloir pouvoir notre secrétaire désigner, il va falloir soit s'il n'est pas présent, soit recourir au secrétaire adjoint si on en a désigné un, mais si on n'en a pas, il va falloir soit en redésigner un pour la réunion en tant que telle, ça veut dire qu'il va falloir désigner un nouveau secrétaire pour cette réunion en tant que telle, qui va être désigné parmi les élus titulaires avec l'accord des autres membres du CSE. Et donc c'est de la même façon pour les commissions, on va pouvoir, puisque pour les commissions, on n'a pas forcément nécessairement désigné un secrétaire à la base, et on peut désigner un autre membre pour assurer on va dire la fonction de secrétaire de la réunion. On peut, et c'est conseillé aussi, de définir ces modalités de désignation des secrétaires de séance dans le règlement intérieur du CSE. Le règlement intérieur du CSE, il va être très important puisqu'il va cadrer toute la procédure devant le CSE. Ensuite, on va ouvrir la réunion et nous, ce que l'on conseille, ce n'est pas une obligation juridique, mais c'est de faire signer une feuille d'émargement pour l'ensemble des membres présents. Attention, encore une fois, les suppléants ne participent pas, à l'exception de la première réunion, aux réunions du CSE lorsque le titulaire est présent.
Cette pratique de mettre en place une feuille d'émargement, ce n'est pas obligatoire, mais c'est utile. Ça permet d'identifier les membres présents et notamment ceux qui disposent d'une voix délibérative. Par la suite, c'est aussi utile en fonction des réunions, mais quand même de bien rappeler l'obligation de discrétion qui pèse sur l'ensemble des membres du CSE. C'est un vrai fait, c'est une obligation qui est inhérente à leur fonction, mais qui n'est parfois pas très respectée. Et donc, le fait de leur rappeler en début de séance permet aussi d'avoir un effet décourageant et d'imposer ce respect de cette obligation de discrétion. Troisième étape, enfin quatrième étape, on va pouvoir aussi présenter les personnes qui sont présentes. Il peut y avoir des invités extérieurs en fonction de la réunion et éventuellement les assistants que nous, on a pu amener à la réunion et faire voter et acter de leur présence dans le cadre du procès-verbal, enfin, du compte-rendu après qu'il y aura du procès-verbal. Ensuite, on fait adopter le procès-verbal de la réunion précédente. L'usage, en général, c'est de le faire en début de séance. On adopte le procès-verbal de la réunion d'après. C'est important d'avoir ce cadrage. En pratique, on peut demander aux personnes de voir s'ils ont des modifications à apporter. Mais bon, en général, c'est le règlement intérieur qui va apporter des précisions là-dessus. On va avoir un vote à main levée d'au moins des 2 membres du CSE sur l'adoption de ce procès-verbal. On va également pouvoir introduire du coup les points à l'ordre du jour et je te laisse, Claude, sur la suite. Oui, alors l'ordre du jour, il doit être effectivement scrupuleusement respecté par le président. C'est lui qui anime les débats et qui va évoquer les différents points à l'ordre du jour séparément et dans l'ordre tel qu'ils ont été inscrits sur la convocation. Alors, on ne peut pas, quand bien même on est président, évidemment, vous avez compris, on ne peut pas ajouter des points à l'ordre du jour ou en supprimer, sanctionné par éventuellement un délit d'entrave ou une irrégularité de la consultation qui pourrait être réalisée sur un point qui n'a pas été expressément mentionné à l'ordre du jour. Je l'ai dit, le président assure, ce qu'on appelle dans le cadre des réunions, des termes que vous retrouvez également dans les associations, assure la police des débats. Il doit, en tant que président, veiller à ce que tous les membres du CSE puissent s'exprimer de manière libre et qu'ils bénéficient du temps de parole nécessaire. Alors, comment réagir si les élus abordent un point qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour, Solène ? Il va falloir déjà, en premier temps, faire preuve de pédagogie, leur expliquer, leur rappeler les règles, obligations en matière d'élaboration de l'ordre du jour, de respect du contenu, etc. Si on est sur un point que les membres du CSE souhaitent aborder et qui est d'une très grande importance, où on peut soit proposer une réunion extraordinaire à un autre moment, soit proposer d'apporter le point à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Alors, en cas vraiment au dernier recours, mais nous on le déconseille, on peut demander un vote à la majorité des membres pour traiter immédiatement la question. C'est déconseillé, il vaut mieux éviter de réagir à chaud sur certaines questions, mais effectivement, en dernier recours, on peut faire voter les membres du CSE à la majorité des membres présents. D'où l'importance, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas mettre dans les ordres du jour le point questions diverses, qui permettrait d'être une question fourre-tout et qui pourrait avoir, du coup, où on ne pourrait pas refuser de mettre un point à l'ordre du jour alors qu'on ne souhaite pas l'aborder lors de cet ordre du jour. Et donc, du coup, comment on va gérer, on peut se demander aussi comment on va gérer un incident, un problème il y a une demande de suspension d'audience. Suspension de séance. Pardon, suspension de séance. Non, mais il y a aussi des suspensions d'audience. C'est vrai. Alors, la suspension de séance, j'allais dire d'audience, moi aussi, suspension de séance, il faut savoir que ce n'est pas prévu par le Code du travail. Pour autant, c'est possible. Il est conseillé à ce moment-là de procéder à un vote à la majorité des membres présents, et un vote à main levée, voilà. Et puis, on vous conseille de ne pas faire une suspension de séance trop longue. Ça veut dire quoi? Évidemment, c'est pas 3 heures, c'est une demi-heure, 1 heure, de manière à pouvoir faire redescendre la pression si c'est le besoin par rapport à la réunion, ou bien d'échanger en aparté si c'est aussi ce besoin qui est ressenti.
Concernant les incidents de séance, par exemple, vous avez un membre du CSE qui quitte la réunion avant le vote. Eh bien, dans ce cas-là, on en fait mention on fait mention de ce départ dans le procès verbal de la réunion du CSE. Et puis, pour autant, ce départ ne doit pas faire obstacle à la poursuite de la réunion, puisque les votes du CSE doivent en principe être faits à la majorité des membres présents. La majorité des membres présents s'entend des membres titulaires présents, voire des membres suppléants qui remplacent un titulaire absent de manière valable. Et donc ensuite, on va pouvoir faire solliciter l'avis du CSE si on est dans une réunion où on a sollicité l'avis du CSE et organiser, le cas échéant, le vote. On va pouvoir clôturer la réunion. Important de vérifier qu'aucun point n'a été oublié, que l'ensemble des points à l'ordre du jour ont bien été traités, demander aux élus s'ils souhaitent apporter des précisions sur certains débats qui a pu intervenir, et on clôture la séance. Si l'ordre du jour n'a pas été purgé, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu aborder l'ensemble des points du jour, soit on envisage un report de la séance, soit on décide collectivement d'aborder ces points-là lors de la prochaine réunion. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de points, c'est assez... alors, il y a beaucoup de points juridiques, et en même temps, il y a beaucoup de points RH par rapport à la gestion, par rapport à l'animation du CSE. Il y a les points RH, pourquoi? Parce que on est dans des rapports humains, c'est bête de dire ça, mais pourtant c'est le cas. Voilà, il y a de la négo, il y a de la manipulation, il y a plein de choses qui se jouent. Donc c'est vrai que le président du CSE doit être particulièrement bien équipé, entre guillemets, sur le plan juridique, savoir bien connaître les tenants et les aboutissants de son rôle, mais aussi de ceux du secrétaire et des membres du trésorier, des membres du CSE d'une manière générale, pour ne pas commettre d'impair. Ça, c'est sur le plan juridique. Sur le plan humain, voilà, il faut avoir des qualités de négociateur, d'écoute, qui sont pas forcément évidentes, surtout quand on démarre. Nous, au sein du cabinet, on propose pour accompagner les entreprises des outils numériques qui permettent de simplifier et de sécuriser les démarches avec le CSE. Pour tenir sa première réunion, pour convoquer les membres du CSE, les membres extérieurs, pour avoir des précisions sur des points juridiques de manière assez autonome et de manière sécurisée. Voilà, on a un outil qui est proposé et qui permet d'accompagner efficacement les entreprises sur ces sujets-là. On peut peut-être passer, on est dans le timing, hein, quelques minutes près. C'est vrai qu'on a démarré un petit peu en retard, donc nous y sommes. Eh bien, on peut peut-être passer aux questions. Si vous avez des questions, on sera ravis de pouvoir vous répondre. Je ne sais pas si c'est le cas.